Ça tourne, on est live. C'est bon? Bah, merci Audrey de te rendre disponible pour ce petit chat entre nous. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire quel est ton job? Oui, donc je suis Audrey, je suis Growth Marketing Manager chez Tenaxia et anciennement chez Trace. Donc Trace et Tenaxia ont fusionné en 2024. Mes missions s'apparentent à principalement la gestion des leads, donc génération de leads, globalement tout ce qui peut aider à la croissance de l'entreprise et notamment dans le cadre de la fusion de nos deux entreprises. Donc voilà, mes missions, c'est accompagner les commerciaux dans la gestion des leads, aider l'équipe marketing à orchestrer tout ce qui peut amener à un SQL. Donc voilà, il y a différents niveaux de leads. Mon rôle est de gérer tout ça et ça implique également donc, gérer les opérations marketing, c'est-à-dire les outils comme le CRM principalement et d'autres outils comme Vein qui permettent d'alimenter notre prospection et de manière générale la gestion de nos leads. Excellent. Et top. Pour ceux qui connaissent pas Tenaxia et peut-être même Trace, est-ce que tu peux juste nous dire quel est le business, à qui vous vendez, qu'est-ce que vous vendez? Oui. Alors je vais commencer par Trace, qui est devenu maintenant Tenaxia, mais donc Trace historiquement était un pure player carbone, donc une suite de logiciels pour toute la gestion carbone, calcul de l'empreinte carbone et réduction de l'empreinte carbone avec des trajectoires de décarbonation pour principalement les grandes entreprises, mais pas que. On a également des clients ETI ou des plus petites entreprises. Voilà, notre cœur de cible, c'est principalement les grands comptes. Donc Tenaxia, c'est globalement une suite de logiciels beaucoup plus globale qui s'adresse donc à la fois au sujet carbone, mais aussi au sujet RSE, plutôt de reporting RSE, qui ne sont pas forcément que liés au carbone, et également à tout ce qui est HSE, donc hygiène, sécurité, environnement. Dans le secteur de la HSE, il y a des très gros besoins de logiciels. Tenaxia, aujourd'hui, c'est le leader des logiciels de RSE et HSE, donc on peut parler de suite de logiciels de durabilité. Donc notre ambition, c'est de rassembler tous ces logiciels en un seul outil qui soit le même et que ces décideurs, donc les directions environnement, les directions sustainability, direction HSE, toutes ces personnes ne regardent qu'un seul outil et qu'on rassemble tout dans le même produit. Ok. Et du coup, ça veut dire qu'au sein d'un grand compte, c'est multi-persona ou au final, c'est quand même une seule direction qui va piloter tous les sujets dont tu as parlé? Ou non, tu vas devoir vendre tel logiciel, genre Trace, à telle personne et un autre logiciel à une autre personne dans le grand compte? C'est une très bonne question et c'est une problématique qu'on rencontre, mais aujourd'hui c'est beaucoup multi-persona. Euh, il y a quand même des personas qui à la fin groupent, donc je pense notamment à la direction technique ou la direction financière, qui peuvent être impliqués de la même manière dans le choix d'un logiciel HSE ou RSE. Les prescripteurs et les opérationnels sont des personas différents, donc on a le responsable RSE et le responsable HSE par exemple. Mais ça peut être responsable carbone, ça peut être parfois on a la direction générale qui est impliquée. Voilà, donc il y a différents personas, mais le persona principal est différent. Ok, ok, top. Du coup, c'est quoi là les challenges? Enfin, sur quoi vous vous focalisez là les 6-12 prochains mois? C'est quoi? C'est générer du pipe pour aller chercher des nouveaux logos, c'est faire des upsells suite à la fusion parce qu'il y a plein de comptes qui sont occupés que d'un logiciel et pas d'un autre. Du coup, c'est quoi un peu le point d'attention du moment pour toi? Précisément ces deux-là. Donc voilà, je dirais qu'il y a trois grandes ambitions commerciales. La première, c'est de maximiser les effets de la fusion, donc en effet de faire du cross-sell de part et d'autre. Donc voilà, le but c'est d'accompagner nos clients et de leur montrer qu'ils peuvent rassembler tous leurs outils logiciels dans une seule solution et être accompagnés par des consultants de la même entreprise avec le même niveau de qualité.
Donc, en effet, il y a des fortes ambitions de cross-sell. Donc sur notre portefeuille client, c'est du growth, on va dire, mais sur notre portefeuille client, donc c'est pas de l'acquisition new business, comme on peut dire. Et ça va être quand même des campagnes, enfin après tu vas nous en parler, mais des campagnes sur ta base client actuelle pour aller chercher soit des nouveaux personas au sein des comptes existants, soit de Exactement. recontacter des clients existants en leur disant bah, on gère d'autres sujets, est-ce que tu les portes, est-ce qu'on peut se parler quoi. Exactement, donc ça demande une très bonne gestion des données dans le CRM, donc de bien identifier les interlocuteurs qu'on connaît déjà, ceux qu'on ne connaît pas. Sur un grand compte, quels produits ils ont achetés. Est-ce qu'on a déjà eu du churn? Parce que Tenaxia a 25 ans d'existence. On a de l'historique dans beaucoup de grandes entreprises. Qu'ils soient clients aujourd'hui ou pas, il se peut qu'on ait un historique commercial. Pour mener à bien ce genre d'opération commerciale, il faut bien orchestrer nos données. Donc en effet, j'ai besoin d'aller chercher des décideurs chez des grands comptes qu'on n'a pas forcément dans le CRM et qui sont les bonnes personnes à qui il faut qu'on parle mais qu'on ne connaît pas. Le deuxième grande ambition, je dirais, c'est en effet d'aller chercher de l'acquisition de nouveaux logos. Donc prendre des parts de marché sur des comptes qui sont éventuellement chez des concurrents ou qui ne sont pas équipés. Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas équipés ou qui font appel à d'autres interlocuteurs qui répondent aux mêmes besoins mais d'une autre manière. Donc ça peut être des cabinets de conseil. Et le but, c'est avec notre proposition de valeur, d'aider, d'accompagner des grandes entreprises dans la structuration très précise de leurs données qui sont liées à la durabilité. Dans une seule solution, acquisition nouveaux clients, c'est principalement sur des grands comptes, mais pas que. On a des produits qui s'adressent aussi à des PME, des ETI, donc la cible est très large. Et je dirais que la troisième ambition, c'est sur certains produits d'aller chercher des clients européens. On en a déjà signé plusieurs, on a un portefeuille qui est assez international. Donc on sait qu'on peut répondre à des besoins dans toute l'Europe. Donc c'est ce qu'on veut aller chercher, avec des partenaires ou non. Mais on a un vrai objectif de croissance sur l'Europe. Ok. Et voilà, les trois challenges, c'est le cross-sell, l'upsell, faire grandir notre base client, aller chercher de nouveaux clients et aller sur l'internationalité. Et donc pour ça, on a besoin de super outils. Chez des clients existants, soit pour aller générer des rendez-vous avec des nouveaux clients et aussi pour gérer les campagnes et finalement générer des leads à l'international. Oui. Alors bon, déjà, je ne suis pas toute seule. Pour la partie growth, je suis assez spécialisée sur l'outbound, donc je vais principalement parler de ça ici. Dans l'équipe, on a d'autres personnes qui s'occupent des contenus, donc il y a toute une stratégie contenu SEO, Inbound, ok. Ouais. toute une stratégie de branding, d'événements qui sont organisés également. Donc il y a d'autres personnes qui gèrent d'autres aspects du marketing. Moi, je suis très outbound et prospection principalement, pas que, mais ça passe beaucoup par la prospection, donc je suis beaucoup avec les commerciaux. Donc, les outils qu'on utilise pour ça, je dirais dans une optique d'accompagner les commerciaux directement. Moi, je suis très connectée à l'équipe commerciale. Voilà, je suis aussi très autonome dans l'équipe marketing, donc c'est moi qui vais lancer des choses, mais le but c'est de leur amener à eux de la matière pour qu'ils puissent la travailler. Donc, c'est lancer des campagnes de prospection connectées directement aux commerciaux de l'entreprise. Et donc pour ça, j'ai différents outils. Donc un outil par exemple d'email automation, des outils de recherche de... Je sais pas si tu veux que je cite les outils. Ouais, tu peux les citer. Ouais. Le but c'est d'aider aussi les gens. Mm. Enfin, soit ils les connaissent et ça les renforce, soit ils les connaissent pas et ça peut leur donner des idées pour améliorer leurs résultats. Ouais, donc pour l'email automation, on utilise Reply, reply.io. Voilà, une solution d'email automation qui est connectée à notre CRM. Email et LinkedIn, ouais. Et il y a aussi la possibilité de créer des tâches, SMS, appels, etc. Donc c'est assez complet l'outil me permet de bien cadencer mes envois, de aussi préchauffer des comptes email. Voilà, il y a pas mal de fonctionnalités qui, je trouve, pour ma cible, correspondaient assez bien. Sur les grands comptes, il faut être assez méticuleux et bien précis dans les envois.
Le but, c'est d'avoir une très bonne délivrabilité. Donc techniquement, je voulais avoir un bon outil qui me permet d'être sûr de moi. Et sur LinkedIn aussi, je voulais m'assurer d'avoir des volumes bien répartis pour ne pas risquer de bloquer mon compte. Donc voilà, Reply pour automatiser des séquences de mails et de messages LinkedIn. Ensuite, pour générer les données, j'utilise donc Sales Navigator, qui est un des outils principaux, qui permet de faire des recherches sur une des plus grandes bases de données B2B qui est LinkedIn. Donc une fois que je fais mes recherches sur LinkedIn, c'est là que je mets la recherche dans Vein. Donc j'utilise Vein pour exporter les données dont j'ai besoin qui proviennent de LinkedIn. Je détaillerai un peu après mon usage de Vein. Ensuite, t'enrichis, non, avec un outil d'enrichissement, peut-être email ou téléphone. Exactement. Donc la première couche, c'est enrichissement email. Je ne vais pas faire tout de suite les numéros de téléphone. Au début, j'enrichis les adresses email et je vais les mettre dans des campagnes et envoyer ma séquence sur ces personnes-là. On va dire que la campagne mail, c'est un peu le fil rouge qui va tourner un peu tout le temps en fond. C'est ce qui alimente notre CRM et c'est ce qui alimente en données. Enfin, ça génère de l'activité. Plus on va créer des contacts à qui on a engagé une première séquence, etc. dans le CRM, plus notre base augmente et plus on est capable derrière de les recontacter, qu'ils aient répondu ou non. Donc voilà, ça c'est ma première base, campagne mail. Et après, dans ma séquence, s'il n'y a pas de retour par mail, je vais aussi tenter sur LinkedIn avec différents comptes. C'est pas toujours le mien, ça peut être le compte des commerciaux directement, des directions commerciales. Voilà, j'utilise plusieurs personas dans l'entreprise, dont le mien. Donc mon profil LinkedIn est un peu adapté pour qu'on m'identifie comme la bonne personne à qui parler. Le call là-dedans, les appels téléphoniques, à quel moment ils interviennent? À quel moment les commerciaux prennent le téléphone pour appeler? Est-ce qu'en fait, ceux qui n'ont jamais répondu par email, là, ils essaient de trouver les numéros de téléphone pour faire des campagnes, ou est-ce qu'ils répondent à ceux qui avaient répondu mais négativement parce qu'il y a peut-être des numéros dans les signatures et donc ça leur permet d'aller prendre des nouvelles sur des gens qui il y a 2 mois avaient dit non mais qui sont pile dans la cible. Tu vois, juste pour comprendre un peu jusqu'où t'as construit la granularité des process pour les sales. Ouais, en fait, il y a différents moyens. On teste toujours un peu tout, mais ça dépend des contextes. On fait beaucoup d'événements chez Tenaxia en présentiel, parce que c'est quelque chose qui marche bien sur notre marché. Souvent, post-événement, on va avoir des semaines où on va recontacter des prospects qui ont été rencontrés sur des salons, qui sont venus à des webinars, ça dépend, il y a différents types d'événements. On inclut quand même la gestion des événements dans la stratégie de phoning, parce que c'est un contexte un peu qui marche assez bien. Même 6 mois après, même 3 mois après, recontacter quelqu'un qui est venu à un événement, c'est un très bon icebreaker. Et la personne, si elle est venue à une conférence, ou il y a déjà un intérêt. Donc il y a cette partie événement qui alimente pas mal des listes. Ensuite, on peut avoir une stratégie d'ABM, je veux dire comme ça, mais on sait qu'on a 2-3 clients qui sont assez importants sur un secteur d'activité. On va essayer d'aller contacter les autres. Soit ils ont déjà été contactés ou pas, mais l'approche, c'est vraiment... On a fait ça avec un de vos confrères. Est-ce que vous avez des sujets similaires? On peut vous montrer les best practices. C'est ça. Là, les deux que j'ai évoqués, c'est avec un BDR qu'on faisait ça. Donc, c'est pas forcément les commerciaux directement. Et ensuite, ça peut être, c'est même carrément quand il y a un lead, que ce soit le BDR ou le commercial, quand il y a un lead, là, ou même une objection. Le but, c'est de recontacter rapidement par téléphone et de profiter de cette fenêtre de tir pour aller chercher des informations, creuser un peu. Ça va pas forcément générer sur un rendez-vous tout de suite, mais ça fait un premier contact. Notre objectif sur notre marché, c'est d'être là au bon moment, comme tout le monde. Mais c'est un marché qui fonctionne beaucoup par appel d'offres. Donc il faut qu'on soit dans la tête de la personne qui va un jour envoyer un appel d'offres. Donc il faut à minima qu'on soit un petit mail archivé quelque part. Ouais, il faut qu'il t'ait en tête, qu'il ait vu un peu de valeur, même s'il n'était pas prêt à prendre le rendez-vous, mais qu'il y ait une discussion intéressante et qu'il pense à toi le jour où c'est le moment.
La moindre interaction peut servir à ce moment-là. Donc, que ce soit avec les BDR ou directement les commerciaux, souvent on profite d'un contexte, que ce soit l'événement ou un cas d'usage qui marche bien, ou bien une réponse à une campagne. Mais donc souvent le numéro de téléphone il est enrichi avec donc c'est full enrich qu'on utilise pour l'enrichissement, principalement email et aussi téléphone, mais pas que, j'ai Lusha aussi et Casper. Donc pour les enrichissements de numéro de téléphone, souvent ça coûte plus cher. Je l'enrichis que quand vraiment on se dit ça c'est la bonne cible, là il faut vraiment le recontacter. Parce que bien souvent ils sont dans la signature. Notre CRM c'est HubSpot, donc HubSpot ajoute l'info du numéro de téléphone. La majorité des cas, j'ai même pas forcément besoin de numéro de téléphone, parce que même sur les événements on prend les numéros de téléphone. Mais quand j'ai besoin, j'enrichis a posteriori. On va dire que c'est le dernier enrichissement que je peux faire, c'est le numéro de téléphone. Canon. Et bah du coup, je veux bien qu'on fasse un petit focus sur ton usage de Vine et que t'expliques comment tu l'utilises et pourquoi toi t'as choisi cet outil plutôt qu'un autre et qu'est-ce que t'en retires comme valeur. Oui. Alors j'ai choisi Vine parce que voilà, c'est aussi parce que je le connaissais de mes précédentes expériences. Voilà, on arrive tous avec une stack qu'on connaît. Et qu'on maîtrise bien. Et en fait, j'ai même pas cherché un autre outil parce que ça correspondait vraiment à ce dont j'avais besoin. Donc je me suis simplifié la vie. Pour moi, ça correspondait exactement à ce qu'il me fallait. Moi, un des principaux points de douleur que j'avais, c'était je suis toute seule. Enfin, je suis pas forcément toujours toute seule, mais à sélectionner les données que je vais mettre dans mes campagnes. Et je trouve que la sélection des données, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Je voulais un outil qui m'aide à faire cet exercice-là de sélection assez précise des interlocuteurs que je vais mettre dans mes campagnes. Et voilà, j'avais pas le temps de vérifier. En fait, vraiment, je veux pas vérifier les données. Ouais, parce que Sales Navigator va te sortir des faux positifs et t'as pas envie de te palucher les 15 pages de profil LinkedIn Sales Navigator. Voilà, c'est ça. En fait, souvent, Sales Navigator, c'est un très bon outil. Dans la recherche, il met beaucoup de choses qui sont... je pense que c'est des contiens, en fait. Enfin, si tu mets un mot-clé environnement, si la personne elle a environnement sur son profil, il va te la mettre. Moi, ma hantise, c'est de scanner ligne par ligne tableau, hors de question. Donc, je voulais un outil qui sélectionne vraiment précisément avec la recherche que je mets. Donc, dans ma recherche, je vais mettre, par exemple, responsable plus environnement. Et je veux pas quelqu'un qui a juste mis environnement dans son intitulé de poste. Donc voilà, recherche c'est le navigateur assez précise et Vine m'aide à n'exporter que ceux qui correspondent précisément à cette recherche. Ok, canon. Tu peux nous montrer, tu m'avais dit que tu me disais que c'était un truc facile à montrer parce que Ouais. tu vois vite la valeur et tu me disais qu'il est normalement les autres scrappers le proposent pas. Enfin en tout cas après c'est à toi de regarder si ce que tu as extrait de LinkedIn Sales Navigator est bon pour ta campagne ou pas. Exactement. Je vais te montrer une recherche Sales Navigator que j'ai là. Donc, tout simplement, voilà, j'ai cherché sur le type d'entreprise que je cherche, j'ai mis les intitulés de poste que je veux. Par exemple, Head of Sustainability, moi ça m'intéresse dans mon contexte. Ouais, exactement. Et après, j'ai mis différents critères, taille d'entreprise, Ah ouais. etc. Donc des critères vraiment classiques. Donc tu vois, là je vois par exemple que Robert Clegg, je le fais même pas forcément, là je l'ai fait pour l'exercice, mais je regarde même jamais en fait les listes. Mais donc tu vois, je vois tout de suite que principal consultant. Celui-là tu le veux pas, c'est pas dans ta cible. Je pense qu'il... Et pourtant LinkedIn te l'a sorti. En fait, il y a Carbone, mais moi je veux Carbone associé à responsable ou head of ou director, etc. Là, il y a Carbone, mais tout seul. Donc c'est pas bon pour moi. C'est hors cible, ça sert à rien que je contacte cette personne, ça sert à rien que je dépense des crédits d'enrichissement. Bah oui. Toute la suite de parcours, elle est complètement inutile. Donc je mets cette recherche dans Vine, qui est ici. Et donc quand je télécharge la recherche, donc j'arrive ici, et tu vois Robert Clegg, donc il est ici, et il me le met en false. Donc t'as deux colonnes quand tu exportes de Vine. Soit il te dit que c'est un recent duplicate, donc pareil, t'as pas besoin de le réenrichir si tu l'as déjà fait.
Parce que c'est quelqu'un que t'as déjà scrappé, c'est ça? Et donc il te prévient que tu l'as déjà fait? Voilà. Et c'est la seconde colonne là qui nous intéresse dans l'exemple. Il te dit, est-ce que ça correspond à tes filtres? Oui, non. Donc il te les laisse quand même, parce que si tu veux avoir une recherche élargie et quand même les contacter, tu peux y aller. Par contre, Vein te dit, attention, ça ne correspond pas à ta recherche. C'est toi qui fais ce que tu veux avec. Et moi, tous les false, je Ok, regarde même pas. Et les true, là, je sais, à chaque tu fois, sais que c'est bon. j'ai vérifié plein de fois, et à chaque fois, ça correspond toujours. Tu vois, là, il y a VP plus environment, et ça correspond à ma recherche. Canon. Et Voilà. donc tu vas enrichir que ces prospects qui sont pile dans ta cible. Après moi je me souviens que dans une autre discussion tu m'avais dit bon il y a trois trucs dans la campagne. Tu me disais bon il y a la délivrabilité, c'est important, il faut que les messages arrivent dans les boîtes mail. Ensuite il y a la qualité de la data et ensuite il y a ce que tu écris dans les messages. Et toi tu m'avais toujours dit en réalité quand la data est de qualité, la qualité du message pour toi c'est numéro 2 quoi. Des fois si ta data est vraiment parfaite, tu fasses un contenu un peu mieux qu'un autre, ça change pas les stats de la campagne. Enfin, en tout cas, c'est ce que toi tu m'avais dit. Mais j'irais même au-delà de ça, plus que la data, c'est le product market fit. S'il y a un vrai besoin sur ton marché, que tu parles à la bonne cible et que ton produit répond bien aux besoins, tu peux dire bonjour, je vends ça, Ouais. bonne journée. Et ça marche. Ouais. Évidemment que c'est mieux d'avoir un bon copywriting, de poser la bonne question, selon le marché, voilà, il y a des taux d'équipement plus ou moins élevés, il y a des marchés qui sont complètement saturés. Donc ça peut être plus difficile de faire prendre conscience à un décideur qu'il faudrait qu'il se modernise, enfin peu importe le problème. Le copywriting, c'est très important. Je trouve que ce qui est très important dans la prospection, dans l'outbound, c'est de bien définir son product market fit et de bien l'adresser. Mais Ça écoute, ça paraît, sera le, ça paraît sera une le mot de la, banalité, mais ça sera le mot de la fin. Pour moi, c'est nickel. parfait. Ben, merci beaucoup Audrey de nous avoir partagé tout ça. Je Avec te dis plaisir. à très C'est bientôt. très intéressant. Merci beaucoup. Ciao, Salut ciao. Sébastien.